So I think it's in America's interest to come towards a tariff-free deal and trade freely as friends, and that will be good for both of us. Have you had conversations with Trump about this? No, I believe in the rule of one prime minister at a time. So I fought like hell to win. I didn't win. We came very close. Pierre Poilievre au balado de Joe Rogan aux États-Unis, l'un des balados les plus populaires au monde. En même temps, M. Rogan est un personnage controversé. Alors, est-ce que c'est un choix avisé pour le chef conservateur d'y participer à ce balado? Avec moi pour analyser le tout, Michel Séauger, Chantal Hébert, Alec Castonguay. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Michel, je commence avec vous. Est-ce que vous pensez que c'était un bon calcul de la part de Pierre Poilievre de participer à ce balado? Je pense que c'était pas un mauvais calcul, mettons ça comme ça. Pour lui, ça rejoint des gens qui l'écoutent. Il y a beaucoup de Canadiens qui écoutent ce show-là. Surtout des gens qui, dans le Parti conservateur, seraient un peu MAGA, si on peut les nommer comme ça. Il y a une aile MAGA dans le Parti conservateur du Canada. Et ça leur a fait plaisir d'entendre Poilievre à ce micro-là. C'est pas mauvais pour lui, donc. Mais pour le reste, c'était comme un examen oral. Hein? Quand vous passez 2 heures et demie avec quelqu'un à répondre à ses questions, même si à un moment donné, on digresse et on s'en va sur d'autres choses, c'est quand même un exercice périlleux pour un politicien. Et il l'a réussi. Oui. Chantal, vous êtes du même avis? Il a réussi, M. Poilievre? Oui, il a réussi sur 2 fronts. Le premier, qui, selon moi, est le plus important dans la réalité des choses, c'est que les Américains à qui il a parlé sont généralement des Américains qui sont favorables à Donald Trump. Ça inclut l'animateur. Et c'est exactement le genre de personne à qui les Canadiens ont besoin de parler pour dire vous vous faites mal en nous faisant mal et vous le faites sans raison. Et ce message-là a été livré. C'est pas nécessaire d'aller dans le détail des tarifs l'ABC de l'ACOM pour faire la démonstration de la chose. Mais sur l'autre front, c'est-à-dire M. Poilievre lui-même, oui, les Canadiens qui ont regardé ça pouvait seulement conclure qu'il avait bien fait paraître le Canada et qu'en le faisant, il paraissait bien lui aussi dans cet exercice-là. Alors, selon moi, c'était gagnant-gagnant. Est-ce que ça change la situation de Pierre Poilievre de façon radicale dans l'opinion publique canadienne? Pas nécessairement, mais ça risque de rassurer plusieurs de ses députés. Oui. Ils vont avoir trouvé que ça correspondait beaucoup plus au genre de performance qu'ils espèrent de lui que ce qu'ils avaient vu depuis sa défaite. Oui, parce que c'est intéressant, Alec. On a vu, à plusieurs reprises, Joe Rogan a posé des questions par rapport au premier ministre actuel. Et là, Pierre Poilievre ne s'en est pas pris directement à M. Carney. Là. Il a même dit « Je ne l'insulterai pas à l'étranger ». Oui, Joe Rogan, c'est un personnage assez iconoclaste, là, bien campé à droite, adepte de certaines théories du complot. Il est d'ailleurs revenu avec cette idée là, que Justin Trudeau serait le fils illégitime des Castro à Cuba. Donc, il croit à des théories du complot sur les vaccins, sur la COVID. Mais, donc, il y avait un risque. Donc, il y avait un risque pour Pierre Poilievre à aller dans ce type de balado-là, très écouté. Et ce risque-là, il était quand même élevé, mais je pense qu'il a très bien fait sur les sujets qui touchent les Canadiens. Et donc, même s'il y avait parfois des discussions qui avaient l'air un peu étranges, on a parlé longtemps des arts martiaux mixtes, là, c'était un peu compliqué à comprendre pour ceux qui n'étaient pas des initiés, mais sur les aspects qui touchent les Canadiens, c'est-à-dire les tarifs, la façon dont on traite avec les Américains, il a été très bon, Pierre Poilievre. Il a été très bon parce qu'il était préparé. La plupart des endroits où il est allé dans des balados amis, si on peut dire, comme celui de Joe Rogan, bien campé à droite, etc., Pierre Poilievre a souvent échappé des phrases lorsqu'il a, par exemple, dit l'automne dernier que Justin Trudeau aurait dû être enfermé, emprisonné ou que la GRC était coupable de camouflage. Il était comme trop relax avec ses amis, affalé dans son divan. Puis là, il laisse aller certaines phrases qui lui nuisent. Là, il était concentré. Il savait que c'était risqué. Il s'était préparé, bien préparé. Et donc, son message était mieux structuré. Et ça a clairement donné un meilleur résultat pour ceux qui l'ont écouté aux États-Unis, puis pour les Canadiens aussi qui voulaient voir à quoi ça allait ressembler. Oui. En même temps, on peut se poser la question, est-ce que c'était le bon moment aussi pour y aller? Parce qu'il y avait eu quand même une invitation qui avait été lancée par M. Rogan à Pierre Poilievre, Michel, pendant la dernière campagne électorale. Est-ce que vous pensez que c'était plus stratégique pour lui d'y aller maintenant qu'il y a environ 1 an?
C'est pas une bonne idée d'aller dans un endroit comme celui-là pendant une campagne électorale. D'abord, c'est aux États-Unis, puis les Américains ne votent pas, et ils se seraient fait reprocher d'avoir fait campagne aux États-Unis. Deuxièmement, dans ce cas-ci, ça fait partie des choses normales qu'un chef de l'opposition fait au Canada, d'aller aux États-Unis en dehors d'une période électorale, d'exposer quel genre de premier ministre il serait, etc. C'est un examen oral, puis il l'a bien passé. Alors moi, pour lui, je pense qu'il n'y a vraiment pas de... Il y avait des dangers, mais il les a évités et il n'y a vraiment pas de négatif pour lui dans cet exercice-là cette fois-ci. Chantal, vous vouliez dire quelque chose? M. Poilievre aurait pu aller sur des tribunes américaines, pas celle de Joe Rogan, pendant la campagne électorale, comme Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario, l'a fait sans jamais quitter l'Ontario, y compris en campagne électorale. Mais aller chez Joe Rogan, ceux qui veulent revisiter l'histoire en voyageant dans le temps, à la même époque, l'an dernier, Joe Rogan était encore beaucoup plus dans le camp trumpiste qu'il l'est aujourd'hui. Il n'avait pas encore dit « je comprends pas pourquoi on fait une vendetta contre le Canada ». Alors, les circonstances, l'effet des tarifs de Donald Trump et l'absence de magie pour le consommateur américain n'aurait pas été aussi évident. Donc, oui, il aurait pu faire plus en campagne électorale, mais différemment, mais non, aller chez Joe Rogan, ça n'aurait pas eu le même impact bénéfique que la performance de cette semaine. Alex, je veux vous entendre là-dessus, mais aussi sur les sondages, parce que là, on voit, Pierre Poilievre a clairement réussi son exercice. En même temps, les libéraux, on voit dans le dernier Écosse, sont à 47 % des intentions de vote au pays, les conservateurs à 27 %. Qu'est-ce que M. Poilievre peut faire dans ce contexte-là? Est-ce que d'aller chez Joe Rogan, ça peut lui permettre de gagner des points ou pas vraiment? Mais il y a un lien entre les deux. Le fait qu'il soit aux États-Unis dans cet état d'esprit-là, c'est parce que les sondages vont mal ici. Ce n'est pas le même Pierre Poilievre qui était devant Joe Rogan que le Poilievre qui aurait été devant Joe Rogan il y a un an, où il était, Pierre Poilievre, plus abrasif, n'était pas prêt à faire ce pivot en faveur de l'équipe Canada. Il y a un an, Pierre Poilievre disait que le Canada était brisé, là. Le Canada était complètement chaotique. Et donc, ce Pierre Poilievre-là, très énergique, très agressif, ne pouvait pas aller faire ce qu'il a fait avec Joe Rogan, là, jouer dans l'équipe Canada, lancer des fleurs à Mark Carney, dire qu'il y a un seul premier ministre, puis dire « je vais te jouer dans cette équipe-là », puis vous comprenez pas, les Américains, comment la situation se passe. C'était pas du tout le même Pierre Poilievre. Il n'a pas soudainement trouvé la science infuse, là. Il y a une raison pour laquelle il fait ce pivot-là, puis les sondages n'en sont pas étrangers, c'est que les Canadiens, ce qu'ils souhaitent, c'est d'entendre ce qu'on vient d'entendre de Pierre Poilievre et non pas ce qu'il disait il y a un an. Oui, davantage d'un premier ministre en attente. Très intéressant. On va parler du budget de M. Girard, parce que c'était un autre dossier chaud cette semaine. Donc, Éric Girard qui a présenté son 8e budget, un budget sobre, responsable, dit-il. On l'écoute. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire que le Québec a géré ses finances publiques de manière responsable à travers ces tempêtes. Non seulement le poids de la dette par rapport au PIB a diminué depuis 2019, mais nous avons réduit notre écart de richesse avec les autres provinces. Chantal, qu'est-ce que ce 8e budget, peut-être le dernier budget d'Éric Girard, nous dit sur cette ère de François Legault qui s'achève? Que ça a été difficile au plan fiscal. On est parti avec un surplus laissé par les libéraux et qu'on finit avec un déficit qui sera ou pas, mais vraisemblablement plus élevé que celui dont on nous a parlé cette semaine. Et surtout que le prochain premier ministre, qu'il soit de la CAQ ou d'ailleurs, va pas avoir beaucoup de marge de manœuvre pour gérer le Québec au point de vue fiscal. C'est plutôt le contraire. Les cibles de dépenses, et là, je sais qu'Alex va le mentionner, mais les cibles d'augmentation de dépenses qui sont dans le budget, apparemment, ne tiennent même pas la route dans la tête du ministre des Finances. Alors, je vous laisse aller à Alex pour qu'il vous explique ça. Oui, parce qu'Alex, c'est intéressant. Ils n'arrêtent pas de répéter « la maison est en ordre ». Est-ce qu'elle est en ordre? Bien, c'est que on vise 2 % de croissance des dépenses. Oui. C'est très, très peu. C'est grosso modo la croissance des dépenses que les libéraux de Philippe Couillard ont appliquée. Puis on parlait d'austérité, puis il y avait des chaînes humaines devant les écoles à l'époque là, pour protéger le système d'éducation. Donc, dans le budget, les 5 prochaines années sont à ce niveau-là. Donc, j'ai reçu Éric Girard en entrevue plus tôt cette semaine, puis je lui ai dit 2 % c'est de l'austérité. Puis il a dit, écoutez, je ne pense pas qu'on va être capable d'y arriver, mais si je veux être capable d'arriver à 3 % il faut que je mette 2 % dans mon budget. Okay. Parce que tout le monde me demande de l'argent en cours de route. Donc, lui-même ne croit pas vraiment que son 2 % est réaliste. On va probablement plus être autour de 3,2 %, mais malgré tout,
ça reste difficile. C'est un contexte dont parlait Chantal pour le prochain premier ministre qui est difficile parce que l'économie ne va pas très bien, le renouvellement de la CO n'est pas garanti. On a encore Donald Trump aux États-Unis avec les guerres que ça peut engendrer. C'est un contexte très compliqué. Et donc, est-ce qu'on va être même capable d'avoir un retour à l'équilibre budgétaire envisagé comme c'est le cas actuellement dans 5 ans? On ne le sait pas. Donc, que ce soit un gouvernement caquiste, péquiste, libéral, même solidaire en octobre prochain, les prochaines années ne s'annoncent pas faciles. Oui, ça s'annonce pas facile. Puis on a un peu l'impression, Michel, aussi, que peut-être que la CAQ n'a pas pu ou n'a pas su dans les dernières années faire des choix, disons, économiques difficiles, mais qui s'imposaient peut-être, là. Oui, et en même temps, ce que vous dites est vrai, mais en même temps, ils ont fait aussi des choix d'investir dans des choses comme Nordvolt, comme Lyon, etc., qui ont été des fiascos. Et ça, les gens s'en souviennent bien plus que de savoir si la hausse des dépenses du gouvernement était à 2 ou à 3 % Il y a eu, et il y a toujours dans l'opinion publique une espèce d'idée que la CAQ gaspillait, que la CAQ prenait l'argent des contribuables, s'en servait dans des projets privés, puis ça n'a pas marché. Donc, ils ont gaspillé cet argent-là. Et c'est ça qui est le principal problème maintenant du gouvernement qui va suivre, même si c'est un gouvernement de la CAQ, c'est qu'il n'y aura pas beaucoup de marge de manœuvre, mais les citoyens vont être très vigilants à regarder ce qui est dépensé et où c'est dépensé. Oui, puis Christine Fréchette l'a dit, là, que si elle devient chef de la CAQ et future première ministre du Québec, elle veut moins d'interventionnisme économique. Alex, je sais Elle n'a pas le choix, remarquez. Ouais. Elle n'aura pas les moyens. C'est facile à dire, belle rigueur. Une fois que, c'est trop tard, là. Dire que moi, je ne fais pas de dépenses inutiles, mais mon compte de banque est dans le rouge. Oui, OK. Alex, je voudrais vous entendre sur l'exercice au final, parce que vous êtes un de ceux qui disiez, écoutez, là, je ne sais pas trop pourquoi on dépose ce budget alors qu'il va y avoir un successeur de François Legault qui va être nommé dans quelques semaines. Est-ce que ce budget-là, ça permet quand même à M. Girard de boucler la boucle ou de, je sais pas, de terminer l'ère Legault, d'écrire sa marque finalement? Oui, il me l'a reproché d'ailleurs. Ah oui? Éric Girard. Oui. Il n'était pas content que j'ai dit ça parce que lui, il voulait déposer ce budget-là. Je trouve que c'est un budget qui ressemble à Éric Girard en réalité. Éric Girard, c'est un conservateur. C'est quelqu'un qui n'aime pas beaucoup dépenser. François Legault, c'est un interventionniste. Puis c'est lui qui était le patron pendant les 8 dernières années. Et donc, on a eu des budgets avec des augmentations de dépenses assez importantes, avec de l'interventionnisme étatique. Parfois, je pense que ça ne ressemblait pas à Éric Girard. Le fait que François Legault quitte, il a fait un budget à son image, très peu dépensier, très sobre, certains diraient même plate. Je pense que ça fait son affaire de quitter dans ce contexte-là. Je vais juste ajouter une petite chose, parce on est souvent très centré ici au Québec sur ce qui se passe, et c'est tout à fait correct, mais les finances du Québec ne sont pas hors de contrôle. Regardez ce qui se passe dans les autres provinces. Le Québec a l'un des déficits par rapport à la taille de son économie au PIB, parmi les moins élevés des provinces. Ça inclut le fédéral également. Tout le monde a une maison en désordre, pour reprendre l'expression que vous avez été utilisée, parce qu'il y a eu la pandémie, parce que l'économie ne va pas bien, parce que les besoins augmentent, la population canadienne vieillit. Donc, je ne dis pas que c'est bien, ils ont fait des erreurs, c'est bien évident, mais ce que je veux dire, c'est que le Québec n'est pas dans une bulle, on n'est pas dans un vase clos. Au Canada, actuellement, les provinces sont dans le rouge. Ça va prendre du temps avant d'être capable de contrôler tout ça. Oui, tout le monde est dans le trouble, finalement. Alec, Chantal, Michel, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.